Mes parents ont débarqué dans ma maison de plage avec des cartons et ont annoncé, c'est la maison de vacances de ton frère maintenant. J'ai répondu, la maison à 1,4 million que j'ai achetée avec mon indemnisation. Mon père a ricané, arrête de faire comme si la richesse familiale était la tienne. Le shérif à la grille s'est raclé la gorge, puis a lu la phrase qui a fait lâcher les clés à ma mère. C'est la maison de vacances de ton frère maintenant. Mon père a prononcé ces mots de la même manière qu'il disait tout, avec la confiance particulière d'un homme qui a passé 63 ans à ce qu'on lui donne raison. Il se tenait sur le pas de la porte de ma maison de plage, dans un polo que je n'avais jamais vu, tenant une boîte en carton fermée par du scotch. Derrière lui, ma mère, June, portait une lampe. Mon frère, Reed, la suivait avec un autre carton. Ils avaient conduit 2 heures. Ils n'avaient pas appelé. L'odeur m'a frappé en premier. L'air salin et cette chaleur si particulière d'une maison qui a baigné dans le soleil de l'après-midi. J'avais ouvert les fenêtres le matin même, les rideaux bougeaient doucement. J'ai regardé mon père. J'ai regardé les cartons. Entrez, ai-je dit. C'est ce qu'il a fait. Il a posé le carton sur le comptoir de ma cuisine. Mon comptoir de cuisine, celui que j'avais choisi sur catalogue 3 ans plus tôt. Celui dont le prix au mètre linéaire coûtait plus cher que ce que je gagnais en un mois, lors de ma première année dans le bâtiment. Il a regardé autour de la pièce avec l'aisance de propriétaire d'un homme qui inspecte une chose ayant décidé qu'elle lui appartenait. Reed a besoin d'une base d'opération sur la côte, a décrété Victor. Son entreprise est en pleine expansion. Il est plus logique que cette propriété soit à l'usage de la famille. J'ai répondu, cette propriété est à l'usage de la famille. Moi, je l'utilise. La maison à 1,4 million d'euros que j'ai achetée avec mon indemnisation. Victor a ricané. Le son était bref et méprisant, le son d'un homme qui a déjà catalogué ce que vous allez dire et l'a jugé hors de propos. Arrête de faire comme si la richesse familiale était la tienne. Nous t'avons élevé. Tout ce que tu es vient de la fondation de cette famille. L'argent que tu as tiré de cette affaire appartient autant à cette famille qu'à toi. June a posé la lampe sur ma table à manger sans demander. Elle regardait déjà les murs, de la façon dont on regarde des murs quand on décide où iront les choses. Reed était sur le pas de la porte. Il a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour me regarder, puis la pièce, puis de nouveau moi. Caden, détends-toi. Tu n'utilises presque jamais cet endroit. Je peux vraiment en faire quelque chose. L'immobilier côtier prend 12% de valeur par an en ce moment. Il disait ça de la façon dont il parlait toujours d'immobilier, avec la confiance d'un homme qui n'a jamais payé un bien lui-même, et qui croit par conséquent qu'il les comprend mieux que quiconque l'ayant fait. J'ai regardé le talon de chèque encadré sur le mur, près de la fenêtre. Montant de l'indemnisation, un 400 000 euros, daté d'il y a 3 ans. Je ne l'avais pas encadré par fierté, mais par un besoin très spécifique, le besoin d'avoir quelque chose sur un mur qui prouvait que ces 3 années de douleur, de travail juridique, et de nuits passées à cette table de cuisine avaient réellement existé, et qu'elles étaient bien à moi. Mon père ne l'avait pas encore regardé. J'ai demandé, depuis combien de temps prévoyez-vous ça? Victor a posé les mains sur le comptoir. Nous en avons discuté à Noël, tu n'étais pas là. Je n'y étais pas. J'étais à l'hôpital avec un calcul rénal. Ma famille le savait, car je leur avais envoyé un texto. Personne n'avait rappelé. D'accord, ai-je dit. Mon père m'a regardé. Il n'avait pas l'habitude de m'entendre dire d'accord. Il avait l'habitude des disputes, ou d'un silence qu'il interprétait comme une acceptation. D'accord, c'était nouveau. Je dois passer un appel, ai-je annoncé. Donnez-moi 10 minutes. Je suis sorti sur la terrasse. L'océan faisait ce que font les océans, il bougeait, indifférent, énorme. J'ai appelé Vivien. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Ils sont là, ai-je dit. Combien? 3. Victor, June, Reed. Et des cartons. L'adjoint car m'a dit qu'il pouvait être là en 15 minutes. Dis-lui 12. J'ai remis le téléphone dans ma poche et je suis resté un moment à la rambarde. L'air salin montait de l'eau. En dessous de moi, sur l'étroite bande de sable, 2 enfants poursuivaient un chien. Je suis rentré à l'intérieur. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans les 12 minutes qui ont suivi, je dois vous dire ce qu'était réellement cette maison de plage, et ce qu'il m'en a coûté pour arriver ici. J'avais 29 ans quand je suis tombé.
L'échafaudage était un équipement loué à un tiers sur un chantier commercial, un immeuble de bureaux de 12 étages en construction dans la partie est de la ville. J'étais chef de chantier à l'époque. Cela faisait 7 ans que je travaillais dans le bâtiment, je gagnais bien ma vie et j'envoyais une partie de mon salaire à la maison chaque mois. Parce que Victor m'avait glissé que l'entreprise familiale traversait une phase difficile. L'échafaudage était homologué pour 6 hommes. Nous étions 4 dessus lorsque le boulon d'ancrage du côté ouest a cédé. J'ai fait une chute de 3,5 mètres. 3 côtes cassées, le poignet droit fracturé, et une fêlure à la cheville gauche qui n'est apparue qu'à la 2e séance d'imagerie. J'ai passé 9 jours à l'hôpital, puis 6 semaines dans un appartement de convalescence, que j'ai payé avec mes propres économies, car le litige avec l'assurance accident du travail était toujours en cours. Ma famille est venue me rendre visite une seule fois. Le 3e jour, Victor est resté 40 minutes, m'a dit de me reposer et de me remettre sur pied, puis est parti. June a pleuré un peu et m'a dit que l'appartement sentait l'hôpital. Reed m'a envoyé un texto disant « Tiens le coup ». L'oncle Philippe, lui, était là quand ils sont arrivés. Il était toujours là quand ils sont partis, et n'est pas parti avant la fin des heures de visite, à 21h. Il avait fait 3 heures de route depuis la côte. Le 2e jour, alors que ma main droite était bandée mais assez fonctionnelle pour tenir un stylo, Philippe a fait glisser un bloc-notes jaune sur la table de nuit. « Note tout pendant que tu t'en souviens encore », m'a-t-il conseillé. Chaque détail, chaque nom sur ce chantier, l'heure à laquelle c'est arrivé, à quoi ressemblait le boulon d'ancrage la dernière fois que tu l'as vu. J'ai écrit pendant 4 heures. Ces notes sont devenues la fondation d'un dossier que j'ai passé 3 ans à construire. J'ai réussi le barreau à ma 2e tentative, 2 ans après l'accident, tout en travaillant comme assistant juridique en journée pour couvrir mes dépenses. J'ai poursuivi le propriétaire du chantier au civil. Je me suis représenté moi-même. Non pas parce que je n'avais pas les moyens de me payer un avocat, mais parce que j'avais passé 2 ans à comprendre ce dossier bien mieux que n'importe quel avocat extérieur ne l'aurait fait. Le jury m'a accordé 1,4 million d'euros. J'ai encadré le talon du chèque, car c'était le premier document que je produisais entièrement par moi-même, de la blessure jusqu'au jugement. J'avais besoin de pouvoir le regarder. Ma famille pensait que j'avais eu de la chance avec l'argent de l'assurance. Ils ignoraient que j'étais devenu un avocat diplômé. Personne dans ma famille ne m'avait jamais demandé ce que je faisais pendant ces 3 années. Victor avait mentionné un jour que l'indemnisation semblait être « beaucoup d'argent pour une chute ». June m'avait demandé si je comptais en partager une partie avec la famille. J'avais acheté la maison de plage à la place. Mon frère Reed avait 31 ans. Lors de chaque événement familial des 8 dernières années, on le décrivait comme celui qui a une vision. Dans la pratique, cette vision ressemblait à ça, un Range Rover loué d'une couleur appelée gris Santorini, que Reed décrivait aux proches comme un véhicule de fonction, bien que je ne l'ai jamais vu le conduire pour aller à une réunion professionnelle. Un compte Instagram avec 14 000 followers, @ReedMarchCoastal, rempli de photos de côtes, de couchers de soleil, de planches de charcuterie disposées sur du bois flotté, et de levers de soleil sur l'eau. Beaucoup de ces photos avaient été prises dans ma maison de plage, lors des 3 visites de Reed. Il connaissait la lumière qui frappait la rambarde de ma terrasse au petit matin. Il avait posté cette lumière sur son compte, sans en identifier le lieu. Car le lieu était le mien, et l'identifier l'aurait obligé à reconnaître qu'il n'en était pas le propriétaire. Son entreprise, March Property LLC, avait été enregistrée 4 ans plus tôt, lors d'un dîner de famille auquel je n'avais pas été invité. Victor l'avait ensuite qualifié d'étape marquante. L'entreprise détenait 3 biens, 2 logements locatifs en banlieue, et un terrain à développement commercial en attente de permis depuis 2 ans. Reed décrivait ces complications de permis comme la friction bureaucratique habituelle qui accompagne les projets ambitieux. Victor les décrivait comme la preuve de la patience et de la réflexion stratégique de Reed. June disait aux proches que Reed jouait sur le long terme. March Property avait généré 47 000 € de revenus locatifs l'année précédente. J'avais examiné les déclarations de Reed avec soin, ses dépenses personnelles s'élevaient à environ 8 000 € par mois. Le calcul n'était pas compliqué. Le Range Rover avait été un cadeau de Victor. Pas un prêt, pas un investissement familial, un cadeau. L'apport pour le premier bien locatif représentait 62 000 € des fonds familiaux. Reed m'en avait parlé une fois en passant, disant que c'était la famille qui croyait en la prochaine génération. J'avais aussi été la prochaine génération. Je n'avais pas reçu le Range Rover.
J'avais reçu ça fait beaucoup d'argent pour être tombé, quand j'avais parlé de l'indemnisation. Et j'avais reçu du silence, alors que j'étais dans un appartement de convalescence, avec un poignet cassé, et une assurance accident du travail en litige. J'avais envoyé 800 € par mois à la maison pendant ces 6 semaines. Victor avait utilisé l'expression « une famille se serre les coudes » quand il me l'avait demandé. Et j'avais serré les coudes. Ensuite, j'ai passé 3 ans, dans l'ombre, à devenir quelqu'un qui comprenait exactement ce que signifiaient des documents comme les déclarations d'entreprise de Marsh Property. Et surtout, quoi en faire lorsqu'ils contenaient quelque chose d'illégal. J'avais demandé ces documents 6 semaines plus tôt. Je vous dirai ce que j'y ai trouvé dans un instant. Voici ce que ma famille ignorait quand j'ai réussi l'examen du barreau il y a 3 ans. Je ne leur ai rien dit. Pas parce que je le cachais, mais parce qu'à ce stade, j'avais compris que ma famille trouverait un moyen d'en faire un sujet à son avantage. Victor aurait dit que j'aurais dû rejoindre l'entreprise familiale au lieu d'embrasser une autre profession. June aurait demandé si je comptais aider Reed avec ses contrats immobiliers. Reed m'aurait demandé si je pouvais réviser la structure de sa LLC gratuitement. Je l'ai dit à l'oncle Philippe. Il m'a payé le dîner et a dit « Maintenant, tu es dangereux ». Je ne l'ai dit à personne d'autre. J'ai exercé pendant 18 mois dans un petit cabinet de dommages corporels, avant que Vivien Okafor et moi n'ouvrions notre propre cabinet, il y a 2 ans, Marsh et Okafor, dommages corporels et contentieux civils. 8 avocats, 31 affaires en cours, et une réputation dans la communauté juridique du comté qui avait nécessité 6 années de travail constant et méticuleux à bâtir. Ma famille croyait que j'avais décroché un job de consultant juridique après avoir touché mon indemnisation. Ils ne connaissaient pas le nom de mon cabinet. Ils ne me l'avaient jamais demandé. Au dernier dîner de famille auquel j'avais assisté, Victor avait décrit ma carrière à un cousin comme une sorte de travail de bureau que Caden fait. C'est ici que je dois vous parler du document de prêt. 6 semaines avant que mes parents ne débarquent dans ma maison avec des cartons, j'ai reçu une lettre d'un prêteur commercial avec lequel je n'avais jamais fait affaire. La lettre mentionnait une propriété, à l'adresse de ma maison de plage, comme garantie d'un prêt immobilier commercial. Solde impayé, 380 000 €. Emprunteur, Marsh Property LLC. Co-signataire et représentant du propriétaire du bien, Victor James Marsh. Victor n'est pas le propriétaire de ma maison de plage. C'est moi. L'acte de propriété est à mon nom. Il est à mon nom depuis que je l'ai acheté. Victor avait signé un document, se présentant comme le représentant du propriétaire de mon bien, pour garantir un prêt commercial destiné à l'entreprise de Reed. Il avait falsifié son lien avec la propriété. Il avait utilisé ma maison comme garantie à mon insu, sans ma signature, et sans aucune autorité légale pour le faire. J'avais eu cette lettre en main pendant 6 semaines avant qu'ils n'arrivent avec leur carton. J'ai passé ces 6 semaines à monter le dossier. Il y a une version de ma famille qui n'existe que sur les photos. Victor dans ses polos, confiant et large d'épaules. June souriante à chaque rassemblement. Reed avec le bras autour des épaules de quelqu'un dans un restaurant côtier. Je figure sur certaines de ces photos. Dans beaucoup d'entre elles, je suis sur le bord. Non pas parce que le photographe m'y a placé, mais parce que c'est là que j'avais appris à me tenir par rapport à cette famille. Laissez-moi vous raconter comment c'est arrivé. J'avais 19 ans quand Victor m'a emprunté ma première voiture. J'avais économisé 4 200 € en travaillant sur des chantiers l'été pendant 3 ans pour l'acheter. Un vieux pick-up qui roulait bien, et qui m'appartenait, de cette façon si particulière dont la première chose que vous achetez entièrement par vous-même vous appartient. Victor avait besoin d'un véhicule pour emmener Reed passer son permis, car la voiture familiale était au garage. J'ai dit oui, parce que les jeunes de 19 ans qui veulent que leur père ait une bonne opinion d'eux disent oui. Reed a raté son examen de conduite. Sur le chemin du retour, il a éraflé une voiture garée dans un parking. Les dégâts sur mon pick-up s'élevaient à 3100 €. Victor m'a donné 600 € et m'a dit « Nous ne sommes pas une famille qui tient les comptes. » J'ai payé les 2500 € restants moi-même. Je n'en ai pas parlé pendant 16 ans. J'avais 24 ans quand je suis tombé de l'échafaudage. Ma famille est venue une seule fois. Victor m'a dit « Remets-toi sur pied. » June a pleuré. Reed m'a envoyé un texto. L'oncle Philippe est resté 9 heures, m'a tendu un bloc-notes jaune, et a changé la trajectoire de ma vie. Même si aucun de nous ne le savait à ce moment-là.
J'avais 28 ans quand Victor a organisé un dîner pour annoncer la création de Marsh Property LLC. Il avait invité 12 proches. Il ne m'avait pas invité. Je l'ai appris par un cousin, 3 jours plus tard. Quand j'ai interrogé Victor à ce sujet, il a répondu « Tu n'as jamais été intéressé par la direction de la famille, nous ne voulions pas que tu te sentes mis à l'écart. » Mon exclusion m'était présentée comme une marque de considération. C'est ça, le truc avec Victor, il n'était jamais cruel de façon évidente. Sa cruauté venait toujours emballée dans quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. J'avais 33 ans quand j'ai parlé de l'indemnisation à ma famille, lors d'un dîner dominical. Je ne l'ai pas annoncé avec fracas, je l'ai simplement mentionné. De la même façon qu'on mentionne une chose qu'on pense que les gens en face de soi voudraient savoir. 3 ans de travail, 1,4 million d'euros, un dossier que j'avais bâti à partir d'un bloc-notes, d'un poignet cassé, et de 9 heures passées avec Philippe. Victor a posé sa fourchette. Il m'a regardé. Puis il a dit, ça fait beaucoup d'argent pour être tombé. June a changé de sujet. Elle a interrogé Reed sur le terrain à développer. Reed m'a demandé si j'allais investir dans l'entreprise familiale. Il était déjà en train de calculer. Je voyais le calcul dans la façon dont ses yeux bougeaient, il ne me regardait pas, il regardait juste un peu au-delà de moi, vers un chiffre avec lequel il faisait de l'arithmétique. Je leur ai dit que je pensais à de l'immobilier. C'était vrai. J'ai conduit jusqu'à la côte 2 semaines plus tard. J'ai visité la maison de plage un mardi après-midi, et j'ai fait une offre le jour même. 4 pièces. 4 objets sur les murs. Le talon du chèque de l'indemnisation près de la fenêtre. Je construisais ce musée depuis 18 ans sans le nommer ainsi. Quand le document de prêt est arrivé, il y a 6 semaines, j'ai compris que le musée était achevé. Il était temps de le fermer. Je dois vous dire ce que Victor a réellement fait, car les cartons n'étaient pas la trahison. Les cartons étaient l'annonce d'une trahison qui avait déjà eu lieu. Le document de prêt faisait 42 pages. Je l'ai lu le soir même où je l'ai reçu. Prêt immobilier commercial, 380 000 euros. Émis à l'ordre de Marsh Property LLC pour l'acquisition d'un terrain de développement. Section 4, garantie, la maison de plage. Mon adresse. Ma propriété listée comme garantie du prêt. Section 7, signatures autorisées, Victor James Marsh, décrit comme représentant du propriétaire. Victor n'est pas le propriétaire. Il ne l'a jamais été. Il n'apparaît sur l'acte de propriété à aucun titre. Il avait signé un document pour un prêteur commercial, en affirmant avoir autorité sur un bien qui m'appartenait. Une autorité qu'il avait inventée, signée et soumise à mon insu. Si l'entreprise de Reed faisait défaut sur le prêt, le prêteur avait un droit légal sur ma maison. J'ai relu cette section 2 fois. Puis, j'ai posé le document et je me suis assis à la table de la cuisine pendant environ 20 minutes, sans rien faire. C'est ce que je fais lorsqu'une affaire passe de la catégorie dysfonctionnement familial à la catégorie affaires juridiques. Ensuite, j'ai appelé Vivien. Elle a récupéré le dossier le lendemain matin. Le prêt avait été émis il y a 4 mois. La LLC de Reed avait déjà tiré 280 000 euros des 380 000 euros. L'argent était parti dans l'achat du terrain à développer. Les 100 000 euros restants étaient disponibles. Le prêteur avait effectué une recherche de titre de propriété. La recherche avait trouvé mon nom. Ils avaient accepté la déclaration de Victor, selon laquelle il agissait avec l'autorisation du propriétaire. Ce n'était pas le cas. C'est une fausse déclaration frauduleuse à l'égard d'un prêteur, a estimé Vivien. Au minimum. Possiblement de la fraude bancaire, selon la façon dont les fonds ont été décaissés. Je sais. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux le faire dans les règles. Absolument tout, et en même temps. Nous avons passé 3 semaines à préparer 4 dossiers distincts, un avis d'expulsion, trespass notice, une plainte au civil, une plainte pour les permis auprès du bureau du comté. Et un signalement à notre contact comptable de l'IRS, le fisc américain, concernant 3 années de déclaration de dépendance frauduleuse. J'avais trouvé ça dans les dossiers fiscaux que Vivien avait sortis. Victor m'avait déclaré comme personne à charge, dépendant, dans les déclarations de son entreprise familiale pendant 3 années consécutives. Cela avait réduit son impôt d'environ 47 000 euros au total. Je ne vivais plus chez mes parents depuis mes 22 ans. Je n'étais plus dépendant d'eux financièrement depuis mes 19 ans. Victor avait monétisé mon existence à mon insu,
tout en me disant de me remettre sur pied. Nous avons tout déposé un mardi matin. J'ai appelé l'adjoint car cet après-midi-là. Les cartons sont arrivés samedi. Je suis retourné à l'intérieur. Victor se tenait devant l'îlot de ma cuisine, regardant les étagères encastrées avec l'expression d'un homme qui décide déjà de ce qu'il va enlever. Il avait allumé la lampe que June avait posée sur ma table à manger, de sorte qu'elle fasse face à la fenêtre. Cela faisait environ 10 minutes qu'il prenait des décisions esthétiques sur une maison qui n'était pas la sienne. « Par où voulais-tu qu'on commence ?» a demandé Reed, toujours sur son téléphone. « Vous allez vouloir remettre les cartons dans la voiture, ai-je dit. » Victor s'est retourné. Cette fameuse expression de patience agacée. « Caden, soyons raisonnables. Il y a quelqu'un à la grille qui a besoin de te parler, ai-je coupé. » June a regardé vers la porte d'entrée. « Qui ça ?» Avant que je ne puisse répondre, une portière de voiture s'est fermée à l'extérieur. Victor a regardé par les fenêtres avant. Un véhicule de shérif était garé devant mon portail. L'adjoint Léon Carr se tenait à la grille, en uniforme, son chapeau à la main. Il n'avait pas franchi le portail. Il attendait à la limite de la propriété. La ligne qui était la mienne, de cette façon dont les forces de l'ordre attendent quand elles savent exactement où commence leur autorité. « Il y a un adjoint à ta grille, ai-je dit. » Victor a marché jusqu'à la porte. Reed a suivi. June a posé ce qu'elle tenait. Victor est sorti. Je les ai suivis, à une distance respectable. L'adjoint Carr tenait 3 enveloppes. Il a regardé Victor. « Monsieur Victor Marsh ?» Victor s'est redressé. « C'est moi. Madame June Marsh. Monsieur Reed Marsh. » Reed était sorti derrière sa mère. La main de June est montée à sa clavicule. « Monsieur, » a commencé l'adjoint Carr, « j'ai ici un avis d'interdiction d'accès pour la propriété située à cette adresse. Cet avis a été émis à la demande de l'unique propriétaire en titre. » Il a ouvert la première enveloppe. Il s'est raclé la gorge. Il a lu le document. L'unique propriétaire en titre de cette propriété est Caden Marsh. Victor Marsh, June Marsh et Reed Marsh n'ont aucun droit légal de possession, aucune autorité pour y entrer. Et aucune autorité pour transférer ou céder cette propriété. Toute personne restant sur les lieux plus de 30 minutes après la notification de cet avis sera passible d'arrestation pour intrusion criminelle. L'adjoint Carr a plié le document. June a laissé tomber les clés. Pas lentement. Le trousseau a quitté sa main et a heurté l'allée en pierre près de la grille, avec un son bien trop sec pour ce que c'était. Elle l'a regardé. Elle ne l'a pas ramassé. Victor s'est tourné vers moi. « C'est la maison de mon fils », a-t-il affirmé. Sa voix avait changé de registre. Toujours contrôlée, mais avec quelque chose en dessous qui n'était pas là dans ma cuisine. « Je suis son père. »« Monsieur », a répondu l'adjoint Carr, « l'acte de propriété indique un seul propriétaire. Je dois vous demander, à vous et à votre famille, de quitter les lieux dans les 30 minutes. » La scène est devenue très silencieuse. La main de June était toujours posée sur sa clavicule. Elle avait complètement cessé de bouger. De la manière dont les gens s'arrêtent, quand leur corps traite une information plus vite que leur esprit n'arrive à suivre. Reed m'a regardé, la bouche légèrement entr'ouverte. Son téléphone pendait le long de sa jambe, il avait arrêté de le regarder. Le visage de Victor a traversé une série d'états que je n'avais jamais vus auparavant. Il est passé de l'autorité à la confusion, puis à quelque chose qui essayait de devenir de la colère, sans tout à fait y parvenir. Car la colère nécessitait une cible, et la cible se tenait calmement à 1 mètre de lui, sans rien dire. « C'est toi qui as fait ça », a lâché Victor. Je n'ai pas répondu. « Tu as appelé le shérif pour ta propre famille. » J'ai appelé un shérif pour des personnes qui se sont introduites sur ma propriété sans permission, et qui sont nommées comme accusées dans un procès pour fraude que j'ai déposé il y a 9 jours. Victor s'est tourné vers l'adjoint Carr. C'est une affaire de famille. Carr est resté patient. Monsieur, je comprends. Le tribunal sera l'endroit approprié pour cette conversation. Pour le moment, je dois vous demander de quitter la propriété. Victor a regardé les cartons sur mon comptoir. Il a regardé la lampe que June avait posée sur ma table. Il m'a regardé. Il s'est tourné pour me faire face. L'adjoint Carr était toujours présent. June était à ses côtés. Reed était 2 pas derrière.
Victor l'a dit comme il disait les choses dont il était certain, avec ce volume particulier d'un homme qui a décidé que le public autour de lui validait ses propos. Tu ne l'as pas mérité. Sa voix a porté. L'adjoint Carr n'a pas levé les yeux de son carnet, mais il écoutait. Tu es tombé sur un chantier, et on t'a payé pour ça. Ce n'est pas la même chose que de construire quelque chose. Cette famille a construit quelque chose pendant 60 ans. Toi, tu as eu de la chance. Tu as acheté une maison avec l'argent d'une assurance. Et tu penses que ça te rend différent de nous. Il s'est arrêté. Sa mâchoire était crispée. Ce n'est pas le cas. Tu existes dans l'histoire de cette famille. Cette maison existe à cause de ce que nous avons fait de toi. Tout ce que tu as repose sur le nom de cette famille. L'adjoint Carr a regardé son carnet et n'a rien dit. Reed fixait le chemin de pierre. Il ne m'a pas regardé. June fixait les clés sur le sol devant elle. Elle ne les avait toujours pas ramassées. J'ai regardé mon père. Cette propriété a été achetée avec les fonds d'un jugement que j'ai remporté au tribunal civil, ai-je déclaré. L'affaire était Marsh contre Lowe Construction. J'étais le plaignant. Et l'avocat au dossier. L'acte est à mon nom. Le numéro de dossier est enregistré auprès du greffier du comté. Tu peux vérifier. Victor m'a dévisagé. T'es avocat, a lâché Reed. Ce n'était pas une question. C'était le son d'une réalité qui se restructurait sur 6 années. Oui. L'adjoint Carr avait une 4e enveloppe. Il ne l'avait pas mentionnée en arrivant. Il l'a sortie après le discours de Victor. Après que June ait fait tomber les clés. Après ce silence si particulier qui suit une phrase comme celle que Victor venait de prononcer. Monsieur Marsh, a-t-il dit en regardant Victor cette fois, j'ai également un avis de plainte civile. Vous et Monsieur Reed Marsh êtes nommé comme défendeur dans l'affaire Marsh contre Marsh. Déposée il y a 9 jours au tribunal civil du comté. La plainte allègue une fausse déclaration frauduleuse de propriété auprès d'un prêteur commercial, l'utilisation non autorisée de l'adresse d'une propriété comme garantie de prêt, et des déclarations fiscales frauduleuses. Victor a pris l'enveloppe. Ses mains étaient stables. Sa mâchoire était verrouillée. Il travaillait très dur pour rester la version de lui-même qui gardait le contrôle. Il l'a ouverte. Il a lu la première page. Puis la deuxième. Ses yeux ont cessé de bouger. J'ai observé ses mains. Elles étaient posées à plat sur l'enveloppe lorsqu'il l'avait ouverte, et elles y sont restées. Puis, quelque chose leur est arrivé. Cette platitude délibérée est devenue un autre type de platitude, le genre qui n'est pas contrôlé, mais vide. Comme si la décision de feindre l'assurance s'était simplement éteinte. La 3e page était celle qui comptait. C'était une copie du document de prêt. Page 7, section 7, signatures autorisées. Victor James Marsh, représentant du propriétaire. Victor a fixé cette page pendant un long moment. June avait ramassé les clés. Elle les tenait maintenant à 2 mains, sans trop savoir quoi en faire. Reed s'était assis sur mon canapé sans y avoir été invité. Il fixait un point sur le sol, à environ 50 cm devant ses chaussures. Le prêteur commercial a été prévenu, ai-je ajouté. Le prêt est en cours d'examen. Dans l'attente de l'enquête, la ligne de crédit restante a été gelée. Reed a relevé la tête. L'achat du terrain de développement n'est pas affecté. Cet argent a déjà été déboursé. L'intérêt du prêteur réside dans la garantie. Qui est cette maison? Tu ne peux pas faire ça, s'est exclamé Reed. Je n'ai rien fait, ai-je répondu. Ton père a signé un document affirmant être le propriétaire de mon bien. Le prêteur a accepté cette déclaration. J'ai déposé une plainte. Le système judiciaire fait ce que font les systèmes judiciaires. Victor a soigneusement posé les papiers sur mon comptoir. De la manière dont on pose une chose quand on a besoin d'avoir les mains libres. Il s'est redressé. Il m'a regardé. Il m'a regardé avec son visage de 63 ans, en observant ce fils qu'il avait qualifié de chanceux. Cet homme qui était tombé et qui avait été payé pour ça. Et il a compris. J'ai pu voir la compréhension s'abattre sur son visage, comme arrive la météo. Comme on peut voir la pluie arriver avant qu'elle ne vous atteigne. Il a compris que son fils était un avocat diplômé depuis 6 ans. Qu'il avait passé 6 semaines à monter un dossier contre lui. Qu'il n'avait rien dit. Qu'il avait souri,
et avait dit « Donnez-moi 10 minutes ». Il a pris son carton. Il a regardé June. Elle a pris le sien. Reed s'est levé. Ils sont sortis de ma maison. J'ai appelé Philippe ce soir-là. Il a répondu à la première sonnerie, ce qui signifiait qu'il attendait. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Ils sont partis. L'adjoint était professionnel, c'était net. Philippe est resté silencieux un instant. Je pouvais l'entendre dans une pièce avec un bruit de fond, une cuisine, probablement la radio qu'il laissait allumer quand il cuisinait. Tu sais, m'a-t-il dit. J'ai toujours ce bloc-notes jaune. Quoi? Celui de l'hôpital? Tu avais noirci 12 pages. Je l'ai ramené chez moi quand tu as été autorisé à sortir. Je me suis dit que tu le voudrais peut-être, un jour. J'ai encaissé ça un instant. 12 pages. L'accident, le boulon d'ancrage, les noms sur le chantier, l'heure. Je ne savais pas que tu l'avais gardé. Tu allais gagner quelque chose avec ce qu'il y avait sur ces pages, a affirmé Philippe. Je le voyais bien. Je ne savais pas quoi, mais je l'ai gardé. Il avait gardé un bloc-notes juridique pendant 8 ans, avec la conviction que son neveu en aurait un jour besoin. Merci. Ne me remercie pas, a-t-il répondu. Je t'ai juste tendu un stylo. Après avoir raccroché, je suis resté à la rambarde de la terrasse pendant un moment. La soirée arrivait de la mer, rafraîchissant l'air. Les rideaux bougeaient toujours. Le prêt commercial de Reed a été gelé par le prêteur, dans l'attente d'une enquête sur la documentation de garantie. La ligne de crédit restante de 100 000 € lui était inaccessible. Le terrain de développement qu'il avait acheté avec le premier versement n'était pas affecté, mais les permis de construction pour ce projet étaient une autre affaire. J'avais déposé une plainte auprès du bureau des permis du comté 3 semaines plus tôt, un avocat dûment inscrit signalant un conflit d'intérêts dans une transaction immobilière impliquant une demande de permis en attente. Le bureau a placé la demande de Marsh Property LLC en suspension administrative pour enquête. Une procédure standard lors du dépôt d'une plainte officielle. Reed a débarqué à mon cabinet un mardi matin. Pas à la maison de plage, à mon cabinet. Celui avec mon nom sur la porte. Celui qui nécessitait qu'il ait cherché où je travaillais. Il est resté sur le parking, dans son Range Rover gris Santorini, pendant 22 minutes. Je pouvais le voir depuis la fenêtre de mon bureau au 2e étage. La voiture était garée un peu de travers, le moteur tournait tout le long, les gaz d'échappement visibles dans l'air matinal. Il n'est pas entré. Il n'a pas appelé. Il est resté assis dans un véhicule de location à 72 000 €, sur le parking d'un cabinet d'avocats, pendant 22 minutes. Puis il a passé la marche arrière et est parti. Je l'ai regardé sortir du parking et s'engager sur la route principale. Puis, je suis retourné à mes dossiers. Il y a une version de ce moment où j'aurais dû ressentir quelque chose. De la satisfaction. Du soulagement. Ou cette chaleur si particulière de voir quelqu'un comprendre que la situation qu'il pensait aller dans un sens, prenait soudain la direction opposée. Je n'ai rien ressenti de tout ça. J'ai ressenti la platitude spécifique d'un homme qui a passé 3 ans à construire une machine, et qui la regarde maintenant faire exactement ce pourquoi elle a été construite. Ce n'était pas excitant. C'était simplement juste. Je suis retourné à mes dossiers. Le dîner de famille a eu lieu un jeudi. Victor avait convoqué une réunion d'urgence avec cette proche, la sœur de June, 2 cousins, et le frère de Victor. Il l'avait présenté et m'a raconté June plus tard, via un texto qu'elle n'aurait probablement pas dû envoyer comme une réunion pour clarifier un malentendu. L'oncle Philippe était là. Victor parlait depuis environ 12 minutes, exposant sa version des faits, l'argent de l'indemnisation, la maison, la réaction excessive, le système judiciaire utilisé comme une arme contre la famille. Quand Philippe a repoussé sa chaise et s'est levé, ce n'était pas pour faire un long discours. Il a posé sa serviette sur la table, c'était tout, et a dit « J'étais dans cette chambre d'hôpital le jour où Caden a été blessé. Je suis resté 9 heures. Pas une seule personne à cette table n'a appelé ce jour-là. Pas une seule. » Il a pris sa veste sur le dossier de sa chaise. « Victor, tu as dit à ton propre fils qu'il était tombé et qu'il avait eu de la chance. Ce garçon s'est bâti une carrière d'avocat pendant qu'il guérissait, et aucun de vous ne l'a remarqué. » Il a regardé autour de la table. Je ne vois pas quel malentendu a besoin d'être clarifié ici. Il a enfilé sa veste sans se presser. Il n'a pas regardé Victor.
Il a regardé June brièvement, le regard d'un homme qui est désolé pour la bonne personne, et non pour la mauvaise. Puis, il est sorti. La porte d'entrée s'est fermée derrière lui. Pas claquée, juste fermée. 4 autres personnes sont parties dans les 10 minutes qui ont suivi. La sœur de June a rassemblé ses affaires silencieusement, faisant un vague commentaire sur la nécessité de rentrer chez elle. Une cousine a dit qu'elle se levait tôt le lendemain. Le propre frère de Victor s'est levé et a lancé un « bonne chance avec ça, Victor », sur un ton qui n'avait rien d'un compliment. 2 autres ont suivi sans explication. Le visage de Victor, de l'autre côté de la table, là où il s'était assis avec son récit, son autorité, et sa version de l'histoire où il était le père raisonnable d'un fils difficile. Son visage a fait quelque chose que June m'a décrit plus tard. Lorsqu'elle m'a écrit à 23h, ce jeudi soir-là. Ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle m'a dit qu'il était resté très immobile pendant très longtemps. La pièce s'est vidée, il est resté figé, et il n'a pas parlé. Ensuite, il lui a demandé de débarrasser la table, il est allé dans son bureau, et il a fermé la porte. Il a arrêté de parler. Il a regardé les chaises vides, puis il s'est assis, complètement immobile pendant très longtemps. Ne bougeant pas. Ne parlant pas. Assis dans une pièce qui était bien plus remplie 5 minutes plus tôt. Victor a laissé un message vocal un samedi après-midi. Je n'ai pas répondu. J'étais à la maison de plage, sur la terrasse, en train de lire un dossier que je devais réviser pour lundi. Il a commencé avec assurance. Il prenait cette voix qu'il utilisait quand il avait préparé ce qu'il allait dire. Mesuré, autoritaire. La voix d'un homme habitué à avoir le dernier mot dans une pièce. Caden, j'ai réfléchi à tout ça, et je pense que nous devons parler. Ce qui s'est passé. C'est un malentendu sur le fonctionnement des biens familiaux. Ta mère et moi avons toujours considéré que ton succès faisait partie du succès de cette famille. Et je crois que tu as mal interprété la situation. Une pause. Les avocats rendent ça plus difficile que ça ne devrait l'être. Si tu voulais bien décrocher ton téléphone. Sa voix a changé. Elle ne s'est pas brisée. Victor ne laisserait pas sa voix se briser. Mais quelque chose s'est décalé en dessous. Comme la glace qui bouge avant de se fissurer. Il s'est arrêté un instant. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Il n'a pas rappelé. J'ai écouté le message une fois, puis je l'ai transféré à Vivien avec une note, conservée pour nos archives. Puis, j'ai posé le téléphone face contre la rambarde de la terrasse, et je suis retourné à mes dossiers. Le signalement à l'IRS avait été accepté pour examen la semaine précédente. Victor allait recevoir une lettre. Les déclarations de dépendance frauduleuses, 3 ans, 47 000 € de déductions abusives, allaient prendre du temps à suivre leur cours, mais elles allaient suivre leur cours. L'affaire civile était prévue pour une audience préliminaire dans 6 semaines. Le gel des permis pour le terrain de Reed était entré dans sa 3e semaine, sans date de résolution. Le prêteur commercial, après examen de la documentation de garantie frauduleuse, a déposé son propre signalement de fraude auprès du comté. Le compte professionnel de Marsh Property LLC a été signalé, en attendant l'enquête. Reed ne pouvait plus tirer sur aucune de ses lignes de crédit existantes pendant cette période. Le terrain qu'il avait acheté restait à l'abandon. 3 semaines après l'arrivée des cartons, j'étais à la maison de plage, un dimanche matin. Tôt, avant que la plage ne se remplisse. L'air salin faisait ce qu'il faisait toujours, il montait de l'océan, portant cette combinaison particulière d'iode et de distance, que j'avais passé 3 ans à mériter le droit de respirer au réveil. J'ai préparé du café. Je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine. Sur le comptoir, à moins de 2 mètres de moi, il y avait un dossier. À l'intérieur, 42 pages, le document de prêt, la recherche de titre, la copie de l'acte de propriété, et la signature de Victor à la page 7. À côté, mon téléphone avec le message vocal que je n'avais pas supprimé. Juste à côté, l'ébauche de la plainte civile qui connaîtrait sa première audience dans 37 jours. J'ai regardé le talon du chèque sur le mur, 1 400 000 €. Le chiffre auquel j'étais arrivé après une chute de 3,5 mètres, et 3 années de construction. Le chiffre que Victor avait qualifié de chance. Le chiffre qui avait payé ce comptoir de cuisine sur lequel il avait posé son carton. Le carrelage sur lequel June avait fait tomber ses clés. La terrasse où l'adjoint car s'était tenu avec ses 4 enveloppes. J'ai pensé à Reed sur le parking de mon cabinet, assis dans son Range Rover pendant 22 minutes,
sans oser entrer. J'ai pensé à Victor à cette table, assis immobile dans une pièce pleine de chaises vides, silencieux. J'ai pensé à Philippe. 8 ans, un bloc-notes jaune, un tiroir quelque part dans une maison sur la côte. J'ai bu mon café. Par la fenêtre, la plage commençait à se remplir. Une famille installait des chaises près de l'eau. Un père avec un chapeau. 2 enfants courant vers les vagues. Une femme les regardant, les mains dans les poches. L'un des enfants est tombé, et s'est relevé sans regarder derrière lui. Je les ai observés un moment. Puis je suis allé à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à préparer l'audience préliminaire. La maison était à moi. Le dossier était à moi. La matinée était à moi. J'avais construit ça. Tout ça. Sur 12 pages d'un bloc-notes, griffonné avec une main bandée.